ça reste la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël, la guerre la plus dure de l'histoire d'Israël, et c'est quand même une évidence qu'il faut enquêter, et enquêter, je pense, de manière la plus large et la plus approfondie possible. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Khalfon. Maître Khalfon, bonjour, Boker Tov. Daniel. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, on ne peut pas commencer cet entretien sans évoquer ce drame qui s'est produit hier à Jérusalem lors d'une manifestation de mouvement tendance ultra-radicale du monde orthodoxe contre l'enrôlement des élèves des yeshivot. Un jeune garçon de 14 ans a été tué, Yosef Eisenthal. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé hier soir à Jérusalem ? C'est une tragédie, hein. On peut être que très triste de voir un enfant, un jeune homme mourir dans une manifestation. Ça ne devait pas avoir lieu. Et j'imagine qu'il y aura une enquête sur ce chauffeur de bus qui est apparemment l'auteur de cet acte. Évidemment, apparemment, il y avait aussi une situation problématique. Les manifestations ont débordé apparemment, il a été aussi attaqué. Il va falloir évidemment voir exactement ce qui s'est passé là-bas. Actuellement, on n'a pas tous les éléments en main, mais il est évident que ce n'est pas normal qu'un enfant, qu'un jeune homme meure dans une manifestation. Et c'est triste parce que ça fait déjà la deuxième fois, si vous vous souvenez, il y avait une autre manifestation il y a quelque temps, et là c'était aussi un jeune ultra-orthodoxe qui avait sauté d'un immeuble. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est triste que des manifestations se finissent par des annonces de décès de manifestants. C'est pas ce qui est censé avoir lieu, et je crois que c'est censé être un réveil pour nous tous. De plus de cohésion, de plus d'entente, et aussi au sein de la communauté ultra-orthodoxe, qui a le droit de manifester évidemment, mais cela devrait se faire selon certaines règles et sans débordement. Alors justement, sans débordement, mais là effectivement on a le sentiment que ces derniers jours, on va dire au moins les tendances, les branches les plus radicales du monde orthodoxe amplifient leurs manifestations, leurs protestations. Il s'agit souvent de protestations et d'hommages, on va dire, à ceux qui sont réfractaires au service militaire, qui ont été interpellés par la police militaire et qui ont été après libérés. Tout cela donne un climat à la procédure de vote de la loi Bismuth. Vous pensez d'abord, vous, Yom Tov, est-ce que vous pensez que d'abord la loi a une chance d'être votée d'ici que la dissolution du Parlement, d'ici les prochaines élections ? C'est une bonne question, difficile à savoir. Si la loi reste comme elle est en l'état, elle sera peut-être votée de justesse avec l'appui des ultra-orthodoxes, puisqu'actuellement la loi est plutôt favorable au monde ultra-orthodoxe et donne de facto une exemption assez large au monde ultra-orthodoxe. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une révolte au sein du Likoud et au sein du parti de Smotrich. On a entendu quelques députés réfractaires. J'ai entendu notre ami Danny Louz, j'ai entendu le ministre Sofer, le ministre de l'intégration. Mais vous savez, la coalition a une large assise de 68 députés. C'est possible aussi que les partis ultra-orthodoxes vont faire un accord avec les partis arabes de manière traditionnelle. Le parti Chasse et le parti Yahadut HaTorah fait des alliances avec les partis arabes sur les questions qui sont liées au monde ultra-orthodoxe, et les partis arabes ne votent pas généralement les lois qui vont à l'encontre des partis ultra-orthodoxes. Il y a une très grande amitié entre Ari Ederi et Mansour Abbas, nous le savons, et les partis arabes. Donc c'est possible que même s'il y a une révolte au sein de la coalition, les partis orthodoxes arriveront à faire passer cette loi, peut-être indirectement avec le soutien des partis arabes, et donc la loi passera. Et peut-être que du coup, ça va calmer un peu le jeu, en tout cas au niveau des ultra-orthodoxes et de leur révolte. Et je crois qu'on est justement dans la période un peu sensible. Tant que la loi n'est pas passée, évidemment, ils font part de leur réprobation de tout ce système de l'enrôlement, et le ton monte, et donc on est dans la période, on va dire, un peu sensible jusqu'à que la loi passe, surtout que la guerre s'est plus ou moins arrêtée. Donc si vous voulez, ils trouvent peut-être plus de légitimité à manifester maintenant que pendant la période où nous étions de manière plus profonde dans la guerre.
Alors, ces manifestations, elles interviennent alors que paradoxalement, c'est une donnée qui a été rendue publique hier, plusieurs centaines d'élèves de yeshivot orthodoxes se sont enrôlés dans la brigade des Hashmonaïm. On parle de 537 qui se sont enrôlés depuis le début de la semaine, d'encore 160 qui doivent s'enrôler jusqu'à la fin de la semaine. Ça veut dire on est près de plus de 700 orthodoxes qui s'enrôlent. Est-ce que vous avez le sentiment que il y a c'est, on va dire, une sorte de prélude à un changement quelconque d'attitude au sein du monde orthodoxe, qui n'est peut-être pas aussi radical que les manifestants d'hier? De manière générale, on parlait pendant de nombreuses années d'une tendance d'enrôlement du monde ultra-orthodoxe dans l'armée. Moi, j'ai personnellement servi dans le Nahal Haredi, dans le Netzach Yehuda, il y a plus de 20 ans, et déjà à l'époque, il y avait déjà une tendance. De facto, dans les chiffres, on est quand même loin du compte. C'est-à-dire que même lorsque vous parlez de 500, de 600, il y a aujourd'hui plus de 80 000 ultra-orthodoxes qui sont en âge de rentrer à l'armée. Donc vous voyez, lorsqu'on parle de 500 ici, 600 là, ou la loi de Bismuth qui parle d'en faire rentrer 4000 ou 5000, ça reste une très petite portion du potentiel public qui peut s'enrôler à l'armée. Alors évidemment, c'est toujours positif, c'est toujours mieux que zéro. 500, c'est mieux que zéro, mais encore une fois, sur une base de 80 000, on est quand même loin du compte. Alors, je voudrais maintenant que l'on s'arrête sur un autre projet de loi qui serait pour l'instant apparemment en difficulté. C'est une information de ce matin sur le projet de loi sur la l'instauration d'une commission d'enquête nationale. On ne sait pas trop comment l'appeler, gouvernementale, mais certainement pas une commission d'enquête d'État sur les événements du 7 octobre. Je voudrais avoir votre position à ce sujet. Vous pensez que on peut trouver un compromis sur ce dossier-là, sans être obligé de vous faire voter une loi avec, là encore, peut-être une majorité étriquée? Encore faut-il le vouloir, le compromis, Daniel. J'ai pas l'impression que, vous savez, le compromis, c'est que les deux parties qui sont pas d'accord s'arrivent à trouver un accord. J'ai du mal à voir en cette année électorale les partis trouver un accord. C'est-à-dire que Netanyahou, d'une part, accepter une vraie commission d'enquête mamlartite, comme on dit, c'est-à-dire nationale, qui le mettrait évidemment en cause, et c'est chose qu'il veut éviter à tout prix. Je le vois mal accepter, surtout qu'il a des élections bientôt et qu'il préférera donc aller en élection sans avoir ça sur le dos. Et d'un autre côté aussi, je vois mal, en l'occurrence le juge Amit, président de la Cour suprême, qui a aussi des positions assez extrêmes dans l'autre sens, accepter de renoncer à ses prérogatives officielles qui sont déjà dans la loi. Pour ça qu'en principe, il n'y a pas besoin de faire voter une loi. La loi existe. La loi qui dit que on peut nommer une commission d'enquête nationale républicaine mamlartite existe. Le seul problème, c'est que cette commission est nommée par le président de la Cour suprême. C'est ce que fixe la loi depuis qu'elle a été votée il y a des dizaines Oui, d'années. Et ce qui a été, c'est ce qui est, mais vous le savez, pardon? Yom Tov, vous êtes juriste. Cette loi, effectivement, cette commission, elle est nommée. Enfin, les membres de cette commission sont nommés par le président de la Cour suprême, mais le mandat de la commission, il est décidé par le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais je pense que le qu'il est. gouvernement, vous savez, le mandat, vous savez, Daniel, le mandat à ce niveau-là, je pense qu'il est assez évident. La question, c'est plutôt la composition des membres de la commission. Et Netanyahou veut avoir une certaine, un certain contrôle de cette composition parce il s'intéresse aux conclusions qui, évidemment, vont le mettre en cause. Le problème, et c'est pas la première fois, Olmert s'était comporté exactement comme Netanyahou après la Seconde Guerre du Liban. Il avait tout fait pour empêcher la commission Vinograd de l'époque, si vous vous souvenez, de travailler, parce qu'il avait peur des conclusions. C'est presque naturel, j'ai envie de dire, pour un Premier ministre qui est aussi impliqué dans une si grande catastrophe. Mais la loi fixe que c'est cela, c'est ce qui a été fixé après la guerre de Kippour. Golda Meir n'a pas empêché après la guerre de Kippour la commission Kahn de l'époque. C'est ce qui s'est passé après la première guerre du Liban aussi. Et donc, j'ai envie de dire, c'est dommage qu'on n'avance pas sur ce point-là, mais c'est vrai que on aurait pu trouver un compromis qui est sur la table, qui n'est pas la loi qui veut être votée, mais qui est que le président de la Cour suprême nomme la commission en collaboration avec son adjoint, le vice-président, qui est le juge Solberg, qui est beaucoup plus apprécié, on va dire, Beaucoup plus par consensuel, on va le dire. public.
le juge Solberg a une kippa sur la tête, habite dans le Gaucher de Sion et on va dire est plus apprécié par le monde de la droite israélienne et donc ça aurait pu créer un certain équilibre sans avoir besoin de changer la loi. Mais comme ça a été signalé par votre collègue Amit Segal dans son dernier papier de vendredi dernier, de manière paradoxale, le juge Amit et Netanyahou ont un intérêt commun. Le juge Amit ne voudrait pas lâcher ses prérogatives au juge Solberg et ça arrange Netanyahou du coup puisque ça va empêcher le compromis et donc on va rester dans la situation actuelle. Paradoxalement, on va dire les deux extrêmes s'entendent. Parce que de facto, vous avez le sentiment que cette commission, elle est capable de, après 2 ans de guerre, alors qu'on considère que ces travaux vont être longs, elle est capable de faire la justice véritablement. Si on la compare à la commission d'enquête à Granat après la guerre de Kippour, celle-ci avait très vite commencé ses travaux, très vite terminé, amené ses conclusions au bout de quelques mois. Là, on est déjà 2 ans après. Ça semble peu probable qu'on voit une telle commission aboutir à des conclusions. C'est une bonne question que vous posez, mais il le faut. À un moment donné, il faut qu'il y ait une institution sérieuse qui s'assoie de manière la plus objective possible, même si on sait que l'objectivité c'est quelque chose de pas évident, et qui nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé. Ça reste la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël, la guerre la plus dure de l'histoire d'Israël, et c'est quand même une évidence qu'il faut enquêter. Et enquêter, je pense, de manière la plus large et la plus approfondie possible. Vous avez parlé tout à l'heure du mandat. Personnellement, j'ai pas de problème à ce que le mandat soit large. Certains ont parlé du fait que il fallait remonter en arrière très loin, peut-être remonter aux accords d'Oslo, remonter à la Hitnatkut. Je suis personnellement pour cela. Il y a pas de problème. On remontera aussi loin où il faut, qu'il faut. Mais en tout cas, il faut voir ce qui s'est passé, comment on est arrivé à une situation où, je vous rappelle, le sud du pays a été envahi par une organisation terroriste et des milliers de nos frères et sœurs sont morts le 7 octobre. C'est pour moi une évidence que ça doit être enquêté. Et tous ces petits jeux de politique politicienne pour essayer d'éviter d'arriver à cela, c'est, je pense, dommage. C'est aussi une responsabilité, je crois, d'un dirigeant politique, de prendre des responsabilités. Même quand ceci n'est pas bon pour votre avenir politique, à un moment donné, c'est aussi l'avenir du pays qui doit passer en avant et l'avenir du peuple d'Israël avant la longévité électorale de tel ou tel leader politique. Alors, une dernière question, je vais vous la poser, et il est probable que je vous la reposerai lorsqu'on se parlera, puisque nous sommes entrés en année électorale. Est-ce que vous êtes candidat dans un des partis, dans une des formations, peut-être le parti de Naftali Bennett ? Absolument pas, je ne suis pas candidat, je suis un observateur comme vous de la vie politique et bon, on verra d'ici les élections, mais je pense que je resterai aussi observateur aux prochaines élections. Bon, eh bien on va rester là, on verra, on aura l'occasion de vous reposer la question puisque on n'y est pas encore aux élections, ça sera probablement entre le mois de juin et le mois de septembre. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Khalfon, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.